La mendicité et l'exploitation des enfants demeurent l'un des fléaux majeurs de notre société, semblant malheureusement se normaliser avec le temps. Dans ce nouveau numéro de Eno, nous explorons les causes profondes de ce phénomène, de la persistance de ce fléau et les risques auxquels sont exposés les enfants qui s'y adonnent. Pour en parler, nous recevons Ghislain Aledji, notre invité du jour. Quant à moi, je suis Méchac Niaro. Cher invité, bonjour. Bonjour Méchac, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue dans Eno. Merci. Alors, lorsqu'on parle de mendicité, quelle définition on peut avoir de ce terme? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de parler de la mendicité. En réalité, pour le citoyen lambda, la mendicité, c'est le fait qu'une personne ne travaille pas et qu'elle se mette à un endroit, soit dans un coin de rue ou quelque part pour demander. Généralement, c'est de l'argent que les gens demandent. Et ceci étant dit, aujourd'hui, le phénomène que nous rencontrons en termes de mendicité et qui est un phénomène criard, c'est la question de la mendicité des enfants. Et c'est ça, quand on dit enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et je pense que la place de l'enfant jusqu'à 18 ans, c'est les études, c'est-à-dire faire tout le cursus. Et lorsque nous voyons des enfants dans les coins de rue en train de pouvoir demander de l'argent, d'abord ça, si nous circonscrivons cela au niveau de notre pays, c'est ça que nous pouvons appeler la mendicité. Alors, lorsqu'on essaye d'analyser, d'observer le fléau, est-ce que la mendicité des adultes diffère de celle des enfants? Oui, la mendicité des adultes diffère des enfants, Méchac. En réalité, la mendicité des adultes, on n'en connaissait pas par le passé. Jadis, au temps des parents, ça n'existait pas. Pourquoi ça n'existait pas? C'est parce que dans nos sociétés, on avait ce qu'on appelle la solidarité mécanique, qui consiste, lorsque un voisin n'a rien, à ce qu'on puisse amener un peu de provision pour lui donner. Et il y avait des indicateurs dans nos sociétés. Par exemple, est-ce que c'est possible que vous voyez, par exemple, à midi ou à 13 heures, dans un village, un chien couché dans les cendres d'un foyer, c'est-à-dire que les 3 pierres qu'on met pour pouvoir préparer là. Est-ce que c'est possible qu'à midi ou à 13 heures, un chien se couche là-bas? Normalement, c'est non. Non, parce que dans les cendres, il reste encore du feu, parce qu'on a préparé. Et c'était un indicateur pour les communautés de savoir, si on voit un chien couché dans les cendres, entre les 3 pierres, cela veut dire que dans la famille, là, on n'a pas mis le feu. Vous savez que par le passé, les maisons n'étaient pas clôturées. Oui. Donc, ceci étant, la personne qui a constaté ça va aller chez elle, prendre un peu de nourriture pour venir donner. Et les gens ne trouvaient pas ça méchant. Et en cela, vous allez voir dans les communautés, il n'y a pas de mendicité. Il y avait cette solidarité. L'individu n'avait pas besoin qu'on vienne lui demander, je n'ai pas, avant qu'on puisse donner. Tout le monde le faisait. Mais au fil des temps, nous avons avancé vers ce qu'on appelle la solidarité organique, qui n'est rien d'autre que l'individualisme. Où vous allez constater que vous allez voir une personne dans une belle maison à étage, les enfants sont en voiture, chacun a sa voiture et tout. Et chaque fois, on ne fait que manger et remplir le reste. On remplit les poubelles. Mais tenez-vous bien, on sait que le voisin d'à côté est dans une maison à base de tôle. Il n'y a rien à manger. Les enfants ne vont pas à l'école. Mais on ne fait pas l'effort au moins de dire, même le reste de nos nourritures, on peut lui donner. Ce n'est pas systématiquement le reste des nourritures. Hein. On peut lui faire des gestes. C'est pas on peut donner l'argent, donner les cahiers, payer le collage du voisin. Ça dit que des enfants du voisin. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Et quand on prend le reste de nos nourritures, on met dans les poubelles, les voisins viennent chercher, on les renvoie. Je ne sais pas si vous comprenez.
C'est ça la solidarité organique, c'est l'individualisme. C'est tout ça là qui a entraîné la mendicité d'abord des adultes et des enfants. Et je voudrais ajouter aussi que traditionnellement, c'est les personnes handicapées qu'on voyait faire la mendicité. C'est-à-dire que quand c'est la mendicité des adultes, vous allez voir que les gens s'exposent parce qu'ils ont une déficience. Un bras, un pied, l'œil, ainsi de suite. C'est eux qui faisaient la mendicité. Mais la différence avec la mendicité des enfants, les enfants sont bien portants. Mais c'est que vous allez les voir mendier. Au lieu d'être peut-être... Ça dit qu'au moment où ils sont en train de mendier, au lieu d'être à l'école, ils sont en train de mendier. Et c'est un de leurs droits qui est violé parce que tout enfant a sa place normalement à l'école. Oui. Généralement, lorsqu'on parle de la mendicité, le premier argument qu'on avance, c'est la pauvreté. Est-ce exact? Oui, vous avez bien dit argument. L'argument qu'on donne, c'est la pauvreté. Oui. Mais si vous voyez un peu l'historique que j'ai eu à faire de la mendicité, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas la pauvreté. Parce que quand vous prenez la mendicité des adultes, même aujourd'hui, quand vous voyez aller un peu au niveau des mosquées, aller un peu même au niveau des feux tricolores, vous allez constater que c'est un peu des gens handicapés, c'est-à-dire qui ont une déficience qui le font. Bon, est-ce que avoir une déficience, un pied qui manque et tout ça, là, veut dire automatiquement que on est handicapé et on est pauvre? Moi, je dis non. Je dis non parce que on connaît des personnes qui sont handicapées mais qui travaillent. Donc, se cacher derrière la pauvreté pour justifier la mendicité, je ne suis pas d'avis. On peut trouver d'autres facteurs, mais dire que si effectivement c'était la pauvreté, vous allez voir les statistiques. Le taux de pauvreté au Togo, on le connaît. Et maintenant, par rapport à ça, est-ce que tous ceux qui sont pauvres, c'est eux qui sont dans la rue en train de mendier? Non, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas quand même quelque chose que je donne à 100% dire que c'est la pauvreté qui est la raison de la mendicité, parce que ce n'est pas tous les pauvres qui sont mendiants. Oui. Il semblerait que dans certaines communautés, c'est culturel d'avoir des mendiants et c'est également culturel de donner aux mendiants parce que selon eux, ça apporte plus de bénédictions et ça protège du mauvais œil. Oui, je connais ce que vous êtes en train de dire. J'ai visité des pays où la mendicité, effectivement, j'ai lu des romans de Samben Ousmane où, effectivement, dans certains pays, un maire a décidé de renvoyer les mendiants et par après, il s'est fait que il allait voir son marabout et le marabout a demandé à ce qu'il fasse des sacrifices. Mais malheureusement, il a déjà renvoyé tous les mendiants de la rue. À qui va faire le sacrifice? Et ça, c'était devenu une problématique pour faire justifier le fait que, effectivement, dans certaines communautés, dans certaines religions, on a besoin des mendiants pour... Oui, mais là aussi, je voudrais dire que dans presque tous les pays où il y a l'islam, l'islam fait beaucoup des gestes, de trucs, mais ce n'est pas... Vous allez les voir autour des mosquées. Oui. Et souvent, les vendredis, puisqu'il faut faire l'aumône, donc tous les musulmans qui viennent prier doivent faire un geste, donc ils le font. Mais ce qui est criard, et on est en train de déplorer le phénomène, c'est cette question de mendicité au bord des routes où vraiment parfois quand vous arrivez, vous êtes envahi, à peine le feu rouge fasse 15 secondes, vous avez 10-15 personnes qui viennent vous tendre la main. Surtout vous proposez les enfants, des services. Des services, ainsi de suite. Tout ça, là, vraiment, c'est ça qui est très déplorable. Donc, effectivement, dans certaines... Mais, moi, je dis que ce n'est pas... on ne peut pas dire... C'est peut-être la culture... c'est fait de faire la mendicité est culturel. Parce que quand je parlais des religions, où effectivement, après avoir fait les prières, il faut faire des gestes, c'est ça. Mais on ne peut pas instaurer ça juridiquement pour dire que systématiquement,
Et avoir des mendiants, c'est une bonne chose, non? Parce que dans les pays jadis comme le Sénégal, entre-temps, un président, il ne sait plus c'est Wade ou qui, quand il est venu, il a décidé, et ça c'est avec les Dara. Les Dara, c'est comment on dit ça? C'est les centres coraniques où les enfants apprennent le Coran. Il avait dit, et c'est ces enfants que les maîtres coraniques envoyaient dans la rue. Et ça, j'ai vécu ça aussi à Dapon. À Dapon, à une certaine époque, les enfants, les maîtres, j'ai fait une étude ensemble avec un autre consultant, comment l'appelle-t-on, ivoirien, pour le compte de l'OIM, et on est allé à Dapon, on a interrogé les maîtres coraniques. Un maître coranique nous a dit que lui, il a 500 enfants. Et ces 500 enfants sont venus du Bénin, du Ghana, du Burkina et du Togo. Il parle de ces apprenants. Les apprenants. D'accord. Maintenant, le drame, c'est qu'il dit que les parents viennent déposer les enfants. Ils disent 3 ans, 4 ans, quand l'enfant va apprendre le Coran, on viendra, mais ils disparaissent, ils ne reviennent pas. Maintenant, 500 enfants, comment lui doit faire pour les nourrir? Alors, il donne un quota. Chaque jour, chaque enfant doit aller mendier et ramener 500 francs, par exemple. C'est pourquoi, quand vous avez parlé de votre thème, vous avez parlé de mendicité et exploitation, effectivement. Chaque enfant doit. Et donc, à une certaine époque, c'était difficile. Ces enfants cherchaient, ils allaient au-delà parce que c'est un quota qu'on a. Si tu ne ramènes pas, il dit que si tu ne ramènes pas 500 francs, tu ne manges pas. Alors, qu'est-ce que ces enfants faisaient? Au-delà d'aller voler, lorsque vous arrivez à Dapaon, il y a des coins de vente des nourritures. Vous arrivez, vous êtes fatigué, vous allez manger. Quand vous allez vous faire servir et vous déposer sur la table, et vous allez dire, je vais aller laver mes mains avant de venir prendre. Pardon. Les enfants là ont des boîtes, les grandes boîtes de tomates. Ils vont venir renverser votre nourriture dans la boîte de tomates et vous s'enfuir. Et vous laissez le plat vide. Donc là-bas, c'est au-delà du vol, de la mendicité, il y a aussi un problème de vol parce que quelqu'un qui dépose, je vais aller laver la main pour venir manger, il vient, sa nourriture a disparu. Vous voyez, ils ont faim, donc ils volent aussi. Donc, bon, c'est dire que je reviens en disant que au Sénégal, le président a interdit ça. En une semaine, il a dû retirer sa loi qui interdisait la question des enfants talibés avec les questions de mendicité. Quand on parle de la mendicité chez les enfants, est-ce que les enfants qui se livrent à cette pratique vivent exclusivement de cette activité? Ah, c'est une bonne question. D'abord, dire que les enfants qui se livrent à cette activité vivent exclusivement de cette activité, je dis non. Ils ne vivent même pas de cette activité. Parce qu'en réalité, quand on analyse, tout enfant dans la rue en train de mendier a derrière lui une personne adulte. C'est de l'exploitation. Systématiquement? Systématiquement. J'explique pourquoi il dit une personne. Quand vous voyez, par exemple, la dernière fois, l'État togolais a pris des mesures pour faire des rafles. Et j'ai écouté le ministre Trimois, lors de la conférence de presse, dire que la majorité sont des étrangers. Effectivement, regardez dans les coins de rue, allez à Saint-Jo, vous allez regarder tous les enfants qui sont là, c'est comme c'est des morts, c'est des Mauritaniens en fait. Mais quand vous regardez, les enfants viennent aux abords des voitures, mais quand vous regardez dans les coins de rue, vous allez voir un parent assis. Il vérifie tout. Ça, c'est un aspect. Le second aspect est que parfois, vous allez voir des mamans assises quelque part. On a des jumelles, des jumeaux, on les envoie. Mais on surveille tout ce qui se passe. Troisième chose, lorsque on a des parents, entre guillemets, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas s'occuper des enfants, l'enfant devient automatiquement chef de ménage. Et parfois, quand vous allez au grand marché, les enfants portefeuille, ça, ils sont dans une autre dimension. Mais ils sont des portefeuilles, mais au même moment aussi, par moment, ils viennent au coin des rues pour faire la mendicité. Après tout, ils vont transporter. Parce qu'ils se voient dans une responsabilité de pouvoir nourrir leurs parents. C'est pourquoi il dit que derrière une activité de mendicité d'un enfant se trouve
un adulte. Donc, c'est de l'exploitation des enfants. Oui. Est-ce qu'il arrive des situations où les enfants, même entre eux, s'organisent en groupe et coordonnent les activités de mendicité? Oui, les enfants qui peuvent se mettre dans cette logique de réseau et faire cela, en fait, c'est des enfants vraiment qui n'ont plus de rapport, aucun rapport avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sont délaissés, ils n'ont plus aucun rapport, ils n'ont pas de soutien avec leurs parents. Et donc, ils sont dans une logique de survie. Et c'est la survie qui les amène à voir, voilà, on va faire ceci. Et souvent, ils font la mendicité. Après tout, ils font aussi des petits travaux, de petits maçons, petits menuisiers, juste pour avoir de la pitance, quelque chose pour mettre sous la dent. Donc, effectivement, il y a quand même des enfants qui le font, mais ils ne sont pas aussi nombreux comme... Parce que eux, vraiment, c'est l'instinct de survie qui les amène à faire ça. Et juste, quand il le fait, souvent, c'est pour manger quelque chose. Quand il mange, vous allez voir qu'il va disparaître, il n'est pas dans la rue. Mais il y a des enfants, excusez-moi, que je peux appeler des mendiants professionnels. Et c'est ça, je dis souvent, il y a des adultes qui sont derrière. Parce que chaque temps, c'est une activité lucrative. Et il faudrait amener l'enfant à faire ça afin de pouvoir... parfois, ce n'est pas l'enfant, quand je dis que systématiquement, vous allez voir des situations où l'enfant fait ça. Il peut trouver, je dis du n'importe quoi, 2000 francs par jour, mais dans ces 2000 francs, même 100 francs ne lui donne pas. Parce qu'on dit qu'on a d'autres projets, on doit payer la chambre, on doit faire ceci, on doit faire cela. L'enfant n'a rien. Donc vous voyez qu'il ne vit même pas de l'activité à laquelle il est soumis. Justement, parlons des habitations. Généralement, les enfants qui pratiquent la mendicité, qu'ils soient en réseau ou qu'ils soient sous la direction d'un adulte, dans quel cadre de vie ces enfants-là sont? Ok. Le cadre de vie dans lequel vous-même, avec la mendicité, vous allez voir que, d'abord, ils n'ont pas un cadre de vie. Généralement, ils n'ont pas de cadre de vie. Souvent, vous allez les voir sous les étalages la nuit. C'est-à-dire qu'ils vont travailler jusqu'à tard dans la nuit et ils vont chercher aux abords des routes, soit des étalages des commerçants qu'ils ont laissés. Ils dorment là-bas le lendemain. Ils se lèvent. Surtout pour les enfants qui sont organisés. Moi, souvent, les week-ends, je fais du sport très tôt. Mais quand vous prenez, par exemple, le carrefour à Goé et Plateau, oui. Vous venez jusqu'à aller à Limousine, vous allez voir un peu au bord des routes les bars VIP où les gens ont mis juste des tapis. La dernière fois, j'ai dénombré une quinzaine d'enfants. Une quinzaine? 5h30, ils sont couchés. Tu vas voir 3 ici, 5 ici, couchés. Ils dorment. 5h45, 6h. Ils sont en train de dormir. Je suis revenu, ils continuaient par dormir comme si... Donc cela veut dire que la nuit, ils ont fait leurs activités, faire tout ce qu'ils veulent, et maintenant après, ils se sont couchés là-bas. Donc dire qu'il y a un cadre de vie, est-ce qu'on peut avoir un cadre de vie lorsque on se met à dormir aux abords, sur les escaliers d'un bar? Je dis non. Mais ceux qui ont effectivement des parents, soit ils utilisent les lieux sûrs, les écoles, ils peuvent aller vers les églises, dans la cour de l'église, ils vont se trouver un coin là-bas. Dans la cour d'un grand magasin, ils peuvent trouver un coin là-bas. Au niveau de la mosquée, ils peuvent trouver un coin. Les lieux où ils savent que c'est des lieux publics où il n'y a pas de danger, ils peuvent quand même se trouver un coin là-bas, y compris les marchés. Nous avons, à l'époque, il y avait la Covid en 2020, nous avons fait, avec l'appui de UNICEF et de HI, un travail nocturne où on identifiait les personnes sans abri. On en a vu au grand marché d'Adaolato, il y en avait plein qui sont couchés aux abords des rues. Cela veut dire qu'ils travaillent et juste après tout, c'est là-bas qu'ils dorment. On a interrogé, il y avait les parents, les mamans qui ont dit qu'elles sont là avec leurs enfants et bon, d'une façon saisonnière. Après tout, quand c'est les saisons de pluie, elles vont repartir.
Mais ils étaient là avec des moustiquaires et tout au long des routes, on a vu. Et je ne suis pas sûr que la situation a changé à ce jour. Non. Lorsqu'on parle de ces enfants, on constate, comme vous l'avez dit, qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils dorment partout. Et généralement, ces enfants font l'objet de violences, d'abus. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, vous savez, les enfants même donc, qui ont des chiens, c'est-à-dire qu'un père, une mère, une famille, une maison, ne sont pas à l'abri des abus. Et dire que ceux qui n'ont pas un cadre de vie... Alors, les abus en général, il en existe. Et c'est vrai que dans nos sociétés, à part les 4 abus, les violences physiques, les enfants en situation de mendicité, les gens abusent, on les insulte, il y a les violences psychologiques, on peut les frapper, personne ne dira rien. On peut aller jusqu'à, si c'est des filles, même les garçons aujourd'hui avec tout ce qui se passe, aller les violer sexuellement, les abuser sexuellement. Et donc ça, c'est des proies faciles pour des personnes qui sont dans la pédophilie, parce qu'un enfant qui est en train de te chercher pour manger, et c'est facile que ces personnes puissent leur offrir eux de l'argent, eux de la nourriture, En échange. et rapidement, oui, tout est fait. Donc, parfois, ils sont obligés, parce que je dis que j'ai parlé de l'instinct de survie, on est obligé, ils sont obligés d'y être pour vraiment vivre, sinon ils vont disparaître. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas les statistiques pour dire, oui, aujourd'hui, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des enfants mendiants, mais vous allez constater qu'on parle toujours de disparition d'enfants, disparition d'enfants. Ça, c'est les enfants qui sont chez leurs parents et qui constatent. Si un enfant est déjà en rupture avec ses parents, ça fait 1 an, et il disparaît, qui va chercher? Parce qu'il avait quitté la maison, personne n'avait signalé quoi que ce soit. Maintenant, il est dans la rue et on peut l'exploiter comme on veut, personne ne dira rien parce que ça fait... Si tu vas à la maison, tu demandes, oh, ça fait 1 an que lui, là, on ne l'a plus vu. Hein. C'est la réponse qu'on va te donner. Mais, est-ce qu'il va bien? Il sait que mon père est ici, il n'est jamais venu. Ma mère est ici, il n'est jamais venu. Est-ce qu'il va bien? Parfois, tu as dit, oh, ça va 5 ans qu'on ne l'a plus vu. Et ça ne dérange personne, ils sont là. Donc, effectivement, les enfants qui sont en situation de mendicité sont des victimes probables des questions d'abus et surtout les abus sexuels. Dans le temps, lorsqu'on parlait de mendicité, la première chose à laquelle on pensait, c'était les enfants de rue. Mais on observe de nos jours que ce n'est pas seulement les enfants de rue et de la rue qui se livrent et qui pratiquent la mendicité. Oui. Comment est-ce qu'on l'explique? Oui, j'avais expliqué ça tantôt. Même le phénomène des enfants de la rue, j'ai expliqué un jour en disant... Est-ce que dans nos villages, chacun respectivement, hein, le phénomène des enfants de la rue existe? Non. Non, ça n'existe pas. Et ça, c'est à cause de la solidarité mécanique dont j'ai parlé. Oui. Traditionnellement ou dans les communautés, l'enfant appartient à la communauté. Et cet enfant, même quand on le voit errer, si on ne peut pas immédiatement retrouver ses parents, on va l'amener chez le chef. Et le chef joue ce rôle. Il va lui donner à manger, il va faire, il va manger, il va s'habiller, et on va gongonner pour dire, un tel enfant, on a retrouvé un tel enfant et tout. Et les parents qui sont là, qui sont à la recherche de leur enfant, vont venir le chercher. Ou même certains curieux, hein, les curieux viendront voir cet enfant et quelqu'un dira, ah, cet enfant, ah, je le reconnais, avec le nom qu'il a donné, son papa doit être d'un autre village, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on réglait. Mais aujourd'hui, avec l'individualisme, il arrive de voir même que les enfants se font battre, se font violer et tout. Les adultes viennent passer à côté, ils ne disent mot. Pourquoi ils disent, oui, si tu t'ingères, parfois même toi, moi j'ai eu à m'ingérer beaucoup dans des situations pour sauver les enfants. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que c'est ton enfant? Pourquoi tu fais ça? Hein? Et
souvent les gens ne veulent pas des problèmes parce que on dit oui, je me suis ingéré, je suis allé voir, j'ai ramené le parent et l'enfant chez son parent, le parent m'a insulté. Ah oui. Oui. Donc, C'est-à-dire qu'on voit un enfant faire quelque chose qui n'est pas bien et tu interviens, tu amènes l'enfant chez le parent. Tu lui dis, bon voilà, j'ai retrouvé ton enfant, il était en train de vouloir voler ceci et je me suis interposé, j'ai demandé sa maison, il m'a montré sa maison et je viens. Vraiment, il faut bien conseiller. Il va te dire que ça te regarde. Est-ce que ça te regarde? C'est mon enfant. Qu'il vole ou qu'il ne vole pas, ce n'est pas ton problème. on pourrait déduire que même c'est le parent qui l'a envoyé. Justement. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il y a la question d'éducation et d'abord de socialisation, la question de solidarité, d'individualisme et maintenant d'éducation. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bon, voilà, un enfant, c'est faire tourner la planche à bébé. Quand l'enfant sort, bon, on le laisse à lui-même. Même dans la tradition ancienne, on n'a pas laissé les enfants. C'est vrai que les gens raisonnaient que l'enfant, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais les gens faisaient quand même des efforts pour donner à manger. Souvent, moi, de mes expériences au niveau de la question de la protection de l'enfant, j'avais travaillé 7 ans dans les questions d'enfants en situation de rue. Un enfant nous a dit, il est dans la rue, ça fait 2 ans. Et pourquoi? Parce que le papa l'a envoyé d'aller acheter une lame de rasoir. Et il a perdu 50 francs, il a perdu 50 francs. Et le papa lui a dit, si tu ne retrouves pas les 50 francs, ne reviens plus à la maison. Et ça fait 2 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et il a pris au mot. Hein? Et il a pris ce que le papa dit. Oui, oui, et le papa ne l'a plus recherché parce qu'il connaît son père. Wow. 50 francs, l'enfant fait 2 ans dans la rue. Comment on peut expliquer? C'est de l'irresponsabilité. Tout comme si ce papa-là n'a jamais perdu 1 franc. On sait, c'est ça qu'on appelle enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui est là aussi, qui fait des choses que nous, on juge incorrectes. Mais c'est son monde. Il faut quand même lui dire, bon voilà, l'argent, quand on te donne, on ne met pas ça dans la main, il faut mettre ça en poche, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour que demain, mais on dit, si tu ne me ramènes pas les 50 francs, ne reviens plus à la maison. L'enfant est parti et puis c'est fini. Il n'est plus allé chercher. Vous voyez? Et dans ces situations, vous devez aller revoir le parent. On est allé voir le parent, il dit que non, que l'enfant, si lui, il n'a plus cherché à le voir, c'est parce qu'il le fatigue, il fait trop de problèmes, il lui crée des problèmes. Et pour lui, c'est un bon débarras qu'il parte pour toujours. Mais le drame, c'est que il y a une histoire aussi qu'on raconte comme ça. Qu'un enfant qui a été rejeté comme ça, mais la maman a tout fait. Après des années, l'enfant a fait des études, il est devenu ministre. Et un matin, au secrétariat, on annonce qu'un monsieur veut vous voir, que c'est votre père. Le ministre a dit, moi, je ne connais une seule personne qui est mon père, qui est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. Donc, dire qu'aujourd'hui, je suis devenu quelque chose, quelqu'un surgit de quelque part pour dire que il est mon père, je n'ai pas besoin de père. Il est sorti, il a dit que non, c'est moi. Il dit non. Je ne vous reçois pas. 1, 2, je ne connais ni quelqu'un dans ma vie qui s'appelle père. Celle que je peux appeler mon père et ma mère, c'est cette dame. Monsieur, je ne vous reçois pas. Maintenant, traditionnellement, on va dire que oui, l'enfant a été méchant. Dans tous les cas, mais dans tous les cas, c'est vrai. La tradition aussi. La tradition n'a jamais rejeté un enfant. C'est ça. La tradition ne rejette pas les enfants. Parce qu'un enfant dont un père ne reconnaît pas, peut-être il va avoir un oncle, un cousin, quelqu'un qui va reconnaître parce qu'il va dire que il y a un adage qui dit que le sang sent, que c'est notre sang. On ne peut pas jeter notre sang. Parfois même les gens font des consultations spirituelles pour dire que, ah, attention, ta situation, non, tu as laissé un enfant quelque part, il faut aller le chercher. Mais tout ça là maintenant, on est en train d'abandonner pour prendre plutôt les valeurs, la culture européenne, américaine et autres choses asiatiques en abandonnant nos valeurs. Les conséquences, c'est les enfants en situation de rue, c'est les enfants mendiants et tous les corollaires que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'à ce jour, vous disposez des données sur le nombre d'enfants concernés par la mendicité et par l'exploitation? Bon, à vrai dire, je n'ai pas des données, mais systématiquement, quand on veut donner, on veut faire les données dans le monde, c'est des millions d'enfants. Des Mais millions des d'enfants. millions, oui. Parce que moi, j'ai vu, hein, quand vous allez, par exemple, à Addis Abeba, en Afrique, à Addis Abeba, il y en a plein. C'est-à-dire que vous allez voir les choses. Dans tous les pays, en Asie, il y en a plein. Un peu partout, il y en a, c'est des millions d'enfants. Mais au Togo, ici, on ne fait pas d'études systématiques. Donc, je ne vais pas m'aventurer à donner un chiffre. Souvent, pour faire des propositions peut-être de projets qui sont d'ailleurs rares parce que je n'ai pas encore vu un projet comme ça qui prenne en charge les enfants mendiants. C'est pourquoi je félicite la décision du gouvernement togolais de pouvoir faire des rafles, mais en réalité, faire des rafles ne résout pas des problèmes. Parce que si on fait des rafles, ces enfants, on va les garder quelque part dans un centre. Ça va durer combien de temps? On va les nourrir et tout. Il faut vraiment chercher à régler le problème par la racine. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, en dehors des centres, peut-être les incorporer dans les orphelinats et dans les ONG qui existent déjà? Oui, même, vous savez, de 2014, l'État togolais a fait une étude sur le système de protection de l'enfant. Et en réalité, suite à cette étude, on a décidé ensemble, j'y étais, plus les hautes autorités de l'État, en lien avec les lignes directrices des Nations Unies pour la protection de remplacement. On a décidé de réduire progressivement ce qu'on appelle les centres d'accueil. Parce que le lieu idéal pour l'évolution de la croissance de l'enfant, c'est sa famille. Qu'elle soit sa famille biologique ou bien adoptive ou bien dans la communauté. Parce que les institutions, c'est vrai, ça donne vraiment la prise en charge de qualité. Mais par rapport à l'intégration de l'enfant à la société, il reste encore des limites là-dedans. Et en cela, il faut avoir une approche plus communautaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au-delà des centres d'accueil des orphelinats, on est en train d'abord de sensibiliser la population parce que est-ce que tout orphelin a besoin d'être dans un orphelinat? La grande question. Aujourd'hui, le fait systématiquement d'envoyer les orphelins dans les orphelinats a entraîné la démission des parents. C'est-à-dire que je connais Meshach est dans un orphelinat. Et puis, j'ai un petit frère qui décède, qui a des enfants. Moi, je travaille, je gagne bien ma vie, mais je viens voir Meshach directement pour dire « Ah, mon petit frère est décédé, il a laissé un enfant, est-ce que vous n'allez pas le placer dans votre orphelinat ?» Meshach dit « Ah, monsieur Aledi, je le connais très bien, ok. » Mais ça, il y a vice de procédure, on ne peut pas. Maintenant, si c'est moi, mon petit frère, et son enfant existe, et moi, le travail que je fais, je ne peux pas prendre cet enfant. Ou même si je ne peux pas prendre cet enfant, je ne peux pas le laisser avec sa maman et lui donner, lui donner les moyens pour qu'il puisse manger, aller à l'école, ainsi de suite. Donc, les orphelinats qui existent, c'est très bien, on donne des solutions aux enfants. Mais quand vous analysez, c'est qu'il y a des parents qui démissionnent aussi. Parce que, bon, il y a orphelinat et on raisonne comme quoi c'est l'argent des Blancs, il faut donner. Mais oui, l'enfant peut rester dans l'orphelinat, mais les orphelinats ne naissent pas des enfants. Tôt ou tard, il faudra que cet enfant-là revienne à la maison. Et parfois, quand il revient à la maison, on se plaint parce qu'il y a inadéquation entre les principes et les valeurs sociétales qui sont là et le droit positif dans lequel les enfants ont grandi dans les orphelinats. Parce que c'est droit, mais quand vous allez en communauté, ils sont dans une autre logique. Maintenant, ce qu'on privilégie, c'est qu'on puisse, on parle maintenant des familles d'accueil, c'est-à-dire des parents, des couples qui acceptent de prendre ces enfants,
c'est-à-dire éduqués avec leurs propres enfants, ils grandissent. Et là, on est dans la chaleur familiale et communautaire. C'est encore mieux que d'aller dans les comment on appelle ça? Dans les centres. Centres des orphelins. Oui. On a assez parlé, on a beaucoup parlé de la mendicité. On a abordé très peu la question de l'exploitation. Oui. Est-ce que l'exploitation telle qu'elle existait dans le temps est toujours d'actualité? Oui, l'exploitation telle qu'elle existait est toujours en actualité parce que quand vous regardez, il y a beaucoup de choses, hein, surtout l'exploitation des enfants. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, quand vous allez soit dans les bars, soit dans les comment dirais-je, Les restaurants? les restaurants, souvent vous arrivez, vous voulez manger et puis vous voyez que ceux qui avaient mangé ont laissé les plats. Et on va vous dire, ah, va débarrasser les plats. Quand vous voyez, c'est une fille qui vient, mais quand vous la voyez, vous avez un choc si vous êtes sensible aux questions de protection de l'enfant. Vous êtes choqué en même temps, vous vous dites, est-ce que celle-là a l'âge de pouvoir travailler? Bon, quand vous commencez, elle vient dégager, vous commencez par discuter avec elle, elle va vous dire que non, qu'elle a 13 ans, elle a 14 ans, elle est ici en train de travailler pour pouvoir envoyer l'argent à la maison et tout. C'est de l'exploitation. Maintenant, tous ceux qui sont tenanciers de foufou bar et tout ça, Oui. est-ce qu'ils savent que la loi, par rapport à la convention 138 du BIT ratifiée par le Togo, interdit qu'on puisse utiliser les enfants de moins de 15 ans dans des trucs comme ça, et que l'âge minimum d'admission au travail, c'est 15 ans, qui coïncide avec l'âge de la scolarisation de base. Normalement, la place de tout enfant de moins de 15 ans, c'est à l'école. C'est à l'école. Mais vous allez voir dans nos communautés que elle est allée à l'école, elle ne veut pas, elle a tout fait. Elle a fait CP1, 3 ans, 4 ans. Moi, je ne veux pas perdre mon argent. Elle n'a qu'à aller apprendre un métier. Et tu vois. Et ce qui est plus criard, je vais terminer par rapport à là pour dire que normalement, soit on sensibilise, quand on voit ça, on sensibilise la maman pour dire qu'il faut que l'enfant la retourne dans sa famille. Si on revient encore et ça continue, il y a deux façons d'agir. Soit on peut sensibiliser tout le monde pour dire que la loi interdit ceci et que les gens ne viennent pas manger chez la dame, parce que c'est notre contribution aussi aux efforts de l'État. Parce qu'il y a certains États où il n'y a pas la loi. Mais chez nous, il y a la loi, donc il faudrait que nous aussi, on aide à pouvoir appliquer la loi. Ou soit, on va voir les inspecteurs de travail pour leur dire de venir intervenir. Là aussi, j'ai discuté avec certains inspecteurs de travail qui disent qu'ils doivent travailler en coopération avec la police pour leur sécurité. Mais jusque-là, ça n'a pas encore pris. Et je profite de l'occasion pour dire à l'État togolais qu'il faudrait vraiment être très regardant, voir comment la police et les inspecteurs du travail peuvent collaborer, même ne serait-ce que dans les arrondissements, dans les mairies, pour faire des interventions, pour regarder dans les foufou bars et au niveau aussi des vulgarisateurs. Je disais quelque chose un jour, les gens me disent que moi, je suis fou. Je dis, moi, j'ai eu à rouler ma voiture qui est crevée. Je suis arrivé chez un vulgarisateur, c'est un enfant d'environ, si je ne m'abuse, 10 ans qui est là. J'ai dit non, j'ai continué. Ben, arrivé ailleurs où il y avait un grand, j'ai changé de pneu. Les gens disent qu'il ne peut pas faire ça. Je dis oui, mais si vous ne pouvez pas faire ça, c'est que vous encouragez le travail des enfants. Un enfant qui a 10 ans. Et puis, vous venez, il n'y a pas un adulte. Et c'est plein à Lomé ici. Oui. C'est ces petits-enfants-là, et qui sont, quand tu regardes, ils sont d'une autre origine. Certains, ce n'est pas systématiquement. Qui sont en train de faire ce travail, mais il faut décourager. Décourager, profiter, parler à la personne pour dire non, cette situation n'est pas normale, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Et c'est comme ça qu'on peut aider l'État à appliquer les lois que l'État a érigées dans cette nation. Si l'État érige les lois, et nous-mêmes les premiers citoyens, c'est nous qui violons. C'est-à-dire que le fait que, oui, on dit de ne pas employer un enfant de moins de 15 ans.
Maintenant, lui, il emploie cet enfant. Il dit que l'enfant est en formation. Moi, je viens, si même l'enfant est là, je ne peux pas aller. Si on veut gonfler mon pneu ou bien réparer, c'est l'adulte qui doit faire. L'enfant qui est en train de faire cette formation doit observer comment l'adulte est en train de faire. Si je ne peux pas agir. Mais laisser l'enfant lui-même, tu vois, il n'a pas de force. Oui, il est en train de se fatiguer à faire. Et maintenant, cela veut dire que toi-même, tu valides et tu es contre la loi que l'État a érigée. Et ça, ce n'est pas bien. C'est à nous, les citoyens lambda, de pouvoir aider l'État à appliquer la loi. Soit en désobéissant à ceux qui utilisent ces enfants-là, on refuse d'avoir leur service, en les dénonçant au niveau des inspecteurs de travail. Et c'est comme ça qu'on peut ensemble faire en sorte que notre pays soit un pays où on exploite moins. Si je dis exploitation zéro d'enfants, bon, il y a dans des maisons les questions de domestiques que les gens en exploitent, mais qu'on réduise sensiblement la question d'exploitation des enfants. Très bien. Alors, en dehors des citoyens qui doivent poser des actions pour lutter contre l'exploitation des enfants, que doivent faire les acteurs de la société civile pour également endiguer le problème de la mendicité et celui de l'exploitation des enfants? La société civile, comme on la reconnaît dans son rôle, c'est d'être aux côtés de l'État. Et pour être aux côtés de l'État, d'abord, c'est de faire un plaidoyer pour que la loi existe, que l'État puisse avoir des programmes, des projets, des programmes qui visent la question de la mendicité, parce que ça devient plus criard, surtout avec l'intervention de l'État tout récemment avec la police, les rafles. Je crois que ça appelle à l'action. Il faudrait que l'État aussi, peut-être, je ne sais pas si le budget 2025 a été déjà voté, mais c'est d'avoir peut-être au niveau de l'action sociale, plus aussi la société civile, leur donner les moyens pour qu'en réalité on puisse avoir un programme. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, le travail doit être fait dans une logique de programme, de politique au niveau de l'État. Et maintenant, la société civile va s'insérer. Et fondamentalement, la société civile doit faire la sensibilisation. Utilisez comme votre média pour en parler davantage. Et si effectivement l'État met les moyens, pourquoi ne pas en parler une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois par mois, et que tous les médias puissent avoir quand même une plage horaire pour avoir des personnes ressources, pour en parler à foison. Je crois que ça aussi, ça peut contribuer. Parce que quand vous analysez, vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas comprendre. Mais quand vous êtes dans le domaine, vous allez comprendre que la plus grave de notre maladie au Togo, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quelque chose qui tue. Ça dit que les gens sont dans leur bulle et puis ils s'occupent de, si je suis commerçant, juste comment vend la tomate, est-ce qu'il n'y a pas, si je vends le carburant, c'est le reste qui m'entoure, qui fait la vie, les gens ne sont pas informés et ils ne cherchent même pas à être informés. Maintenant, par moment, si on fait des émissions comme ça et ils arrivent à écouter, je crois que ça va changer leur mentalité et ils vont contribuer à ce que les choses essaient de changer. Donc la société civile, c'est effectivement ça. Maintenant, au demeurant, dans ces programmes aussi, on peut voir comment il y avait quand même des actions de l'État, comment voir et puis rendre utile un certain nombre d'enfants. Un certain nombre, je dis d'enfants, oui. Quand on dit qu'à 15 ans, on peut commencer par faire l'apprentissage, on peut essayer de former les enfants de 15 à 16 ans en un an pour des métiers que juste après un an, il peut commencer par faire. Il y a beaucoup de choses dans ce pays qu'on peut former les gens. Mais je veux titiller aussi un peu notre système, comment l'appelle-t-on, éducatif, qui fait que beaucoup d'enfants restent à la traîne. Oui. Parce que quand vous voyez le système anglo-saxon, quand vous n'avez pas le CEPD, on vous met dans une formation
qui vous permet de commencer par travailler et gagner votre pain. Si vous n'avez pas le BPC, il y a des passerelles. Si vous n'avez pas le bac. Mais aujourd'hui au Togo, celui qui n'a pas le BPC, CEPD, équivaut à celui qui n'a pas le BPC, équivaut à celui qui n'a pas le bac. C'est-à-dire ils sont tous désœuvrés, ils ne font rien. On veut faire même les concours ou quoi, on va dire qu'il faut avoir le bac. Je n'ai pas le bac, je n'ai pas le BPC, je n'ai appris à rien faire. Or, tout citoyen, quand vous voyez certains pays à fort taux d'analphabétisme, le pouvoir financier est dans la main des personnes, excusez-moi, qui n'ont pas appris à parler français. Mais ils sont des grands commerçants, ils sont des milliardaires. Il y a des pays, moi je connais, un pays, je ne vais pas citer le nom, où il y avait 450 députés, mais sur les 450 députés, 300 étaient des aladis. Ils ne savent ni lire, ni écrire, mais ils étaient des députés. Donc, ce n'est pas seulement toujours aller à l'école jusqu'à avoir qui, c'est bien, il faut. Dans la société, on a besoin d'un peu de tout. Ceux qui ont fait de grandes études, des moyennes études, mais ceux qui n'ont pas fait, il faut trouver des passerelles pour les former et les rendre utiles pour la société. C'est parce qu'il manque de cela qu'on a tout ce que nous avons. Les vols, les quoi, la prostitution, tout. Parce que si je finis le CPD, mais je n'ai pas eu le CPD, je sers à quoi? Je n'ai pas une activité. Mais si on met le système à telle enseigne que juste tous ceux qui n'ont pas, ils ont des opportunités de formation pour se rendre utiles, pour servir la nation. Je crois que ça va marcher. Oui. Et c'est sûr que ça va marcher. Alors, Justine Aledji, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci. Chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Eno. D'ici là, portez-vous bien. C'était Meshak Nyaro au micro. À très bientôt sur Radio Gina.